Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Alain Juppé. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci d'être avec nous Alain Juppé. Vous êtes un symbole de la méritocratie républicaine, lauréat au concours général, Normal Sup, ENA. Vous ne vous destiniez pas à la politique, votre carrière a pourtant été exceptionnelle Alain Juppé. Et c'est en faisant vos débuts aux côtés de Jacques Chirac, c'était à Matignon en 1976, que vous avez attrapé un virus qui ne vous lâchera pas. En tout 50 ans de vie publique que vous racontez dans une histoire française, un livre en forme de mémoire que vous publiez aux éditions Talendier. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Et d'ailleurs, en quoi votre vie, votre parcours est une histoire française? En 2019, j'ai tourné la page de la vie politique active. Que j'ai menée, comme vous l'avez dit, pendant plusieurs décennies. Pourquoi? Parce que j'avais déjà décidé de ne pas me représenter à la mairie de Bordeaux. Je ne voulais pas faire le mandat de trop. Et pourtant, Bordeaux, on le sent dans vos pages, c'était important pour vous. Ça a été une épreuve sentimentale, parce qu'entre la ville et moi, un vrai lien d'amitié, presque charnel, d'amour, on peut dire le mot. J'ai parlé de couple. Donc je reviens à 2019. On me propose, enfin plus exactement, le président de l'Assemblée nationale me propose de rentrer au Conseil constitutionnel. J'ai accepté. À partir de ce moment-là, j'ai tourné la page de la vie politique active, puisque j'ai un devoir de réserve. Le devoir de réserve. Et je suis sûr qu'à certaines de mes questions, vous allez dire « j'ai un devoir de réserve ». Vous l'avez bien anticipé. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de jeter un regard sur les 30 ou 40 années, un peu plus, puisque je parle de mon enfance, finalement, que je viens de traverser. C'est une histoire, c'est mon histoire. Et elle est française, parce que je suis profondément attaché à mon pays, à sa langue, à sa culture, à son identité, si le mot ne fait pas peur. À votre terre, à votre ville de Mont-de-Marsan aussi. Mon premier chapitre, c'est racines landaises, effectivement. Je suis né dans une petite ville des Landes, Mont-de-Marsan, qui était très tranquille. Quand j'allais au lycée, il n'y avait pas de problème de sécurité sur le chemin. On ne vendait pas de la drogue à la porte des établissements scolaires. Donc j'étais dans une famille de petite bourgeoisie, là aussi, tranquille. Donc j'ai eu une enfance protégée et heureuse. Parfois un peu trop protégée. Et quand j'ai quitté Mont-de-Marsan pour venir à Paris, à Hippocagne et en Cagne, j'ai senti tout d'un coup un grand vent de liberté. Et d'ailleurs, vous parlez d'ailleurs de votre livre, on en reparlera après, de mai 68, hein. Oui, c'est plus tard. C'est plus tard, mais c'était à Paris. Une histoire française qui vous a permis de vous impliquer aussi sur la scène internationale, Alain Juppé, notamment comme ministre des Affaires étrangères d'Édouard Balladur et de François Mitterrand. C'est entre 93 et 95, deuxième cohabitation. Est-ce juste de dire, Alain Juppé, que le monde d'aujourd'hui est plus dangereux que celui de 1995, quand vous avez quitté le Quai d'Orsay? Je ne suis pas sûr de répondre oui à cette question. Ouais. Je dis souvent à mes étudiants, quand je les rencontre, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Ouais. Quand j'étais au Quai d'Orsay entre 93 et 95, j'ai vécu, parfois avec un grand sentiment d'impuissance, la guerre en Yougoslavie. On était aussi au cœur de l'Europe, et Dieu sait si elle a fait des morts en grand nombre. Et puis le génocide du Rwanda. Donc vous voyez que le monde n'était pas tranquille. Il est vrai que nous vivons aujourd'hui une époque particulièrement turbulente, puisque la guerre est à nos portes, en Europe même, en Ukraine, et que la situation du Proche-Orient ne peut laisser évidemment même un sage du Conseil constitutionnel astreint au devoir de réserve complètement indifférent et silencieux. Mais vous allez quand même répondre à quelques questions là-dessus, et je pars de votre livre, Alain Juppé. Vous faites une allusion à Israël dans ce livre, et notamment à la ville d'Ashdod, jumelée avec votre ville de Bordeaux depuis 1984, sous Jacques Chaban-Delmas. Ashdod, cible des terroristes du Hamas depuis le 7 octobre. Vous écrivez dans votre livre que, je vous cite, l'idée de créer un pont entre une ville palestinienne et une ville israélienne était généreuse. Hélas, vous dites, les jumelages ne suffisent pas à faire la paix. Une analyse qui prend d'autant plus son sens aujourd'hui, Alain Juppé. Je suis allé à Ashdod plusieurs fois et j'ai même inauguré une place de Bordeaux à Ashdod. Et en même temps, j'allais à Ramallah, puisque Bordeaux avait ce double jumelage que vous aviez évoqué. Quand je dis que les jumelages ne suffisent pas à faire la paix, on en a hélas la démonstration aujourd'hui. Sur ce point, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas porter de jugement sur la diplomatie française, mais je ne peux pas ne pas dire ce que je ressens profondément. S'il est une constante absolue dans la diplomatie de notre pays depuis des décennies, c'est le soutien à Israël, à sa sécurité, à son intégrité, à son droit de vivre en paix
sur ce qui est son sol. Et nous l'avons manifesté à nouveau, à juste titre, face à ce qui n'a pas été une attaque militaire, qui a été un acte de terrorisme, d'une brutalité, d'une sauvagerie, d'une barbarie absolument révoltante. Donc je pense qu'il fallait absolument que nous réaffirmions cette solidarité avec Israël et que nous reconnaissions son droit à se défendre. À se défendre, à éradiquer le Hamas ? Éradiquer le Hamas, oui, justement, vous avez raison. Et après ? Ouais. Et après, c'est ça aujourd'hui qui me préoccupe le plus. Je lisais un article tout à l'heure dans un journal dit du soir, le jour d'après. Éradiquer le Hamas, ok, c'est une organisation terroriste, elle l'a montré dans des conditions abominables. Mais que deviennent les, je ne sais plus, 4, 5, 6 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza ? 2 600 000 Palestiniens à Gaza. En Cisjordanie. Plus la Cisjordanie. À Gaza, mais il y a la Cisjordanie, il y a aussi les camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie, bref, plus de 4 à 5 millions de personnes qui sont sur leur sol aussi. Et c'est cette question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que gouverner, c'est anticiper. On nous rebat les oreilles depuis des années et des années avec la solution de 2 États. Comprend cette solution. Un État israélien, un État palestinien qui vivent ensemble. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui pour vous. Oui, mais est-ce que c'est encore crédible ? Est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce que les protagonistes y croient encore ? Et les grands pays comme les États-Unis, la France et d'autres doivent poser cette question pour qu'on puisse sortir de cette situation abominable, non plus par la violence qui entraîne la violence, mais par la paix. La violence entraîne la violence, on le voit bien avec ce bombardement de l'hôpital de Gaza. Dans l'intérêt même d'Israël, il faut faire la lumière sur l'origine de cet acte absolument odieux. A priori, la lumière a été faite avec y compris Biden qui était mercredi en Israël. Je n'avais pas cette information. En Israël a indiqué que selon le Pentagone, les données du Pentagone prouvent que donc c'est bien le djihad islamique qui est la cause de ce bombardement. Mais ces massacres, ces pogroms, ces assassinats de plus de 1400 civils israéliens, dont des dizaines de bébés décapités, l'enlèvement aussi de 200 otages, vous avez connu le terrorisme, n'ont pas suffi à LFI pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, écoutez, je ne veux pas rentrer dans l'arène politique. Là, je vous dis devant des heures, mais enfin, vous imaginez ce que j'en pense. Non, mais justement, j'imagine pas. Après avoir presque... J'ai dit, moi, j'ai été profondément révolté par ce que j'ai vu de la barbarie, de la sauvagerie, de l'attaque du Hamas contre Israël. Voilà, point, c'est clair. Et alors, cette question, vous allez entendre le début, mais la fin, ça vous concerne aussi en tant que fils de résistant. La députée LFI Danielle Obono, quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance, d'abord vous qui êtes fils de résistant, comme vous le rappelez dans votre livre, et vous qui avez succédé aussi à un grand résistant, Jacques Chaban-Delmas, à la mairie de Bordeaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faut se méfier des parallèles historiques qui en général n'ont aucune signification. Non mais quand elle dit mouvement de résistance, le Hamas. C'est un mouvement terroriste, je l'ai dit et je ne reviens pas là-dessus. Et Gérald Darmanin a eu raison de saisir la justice pour apologie du terrorisme ? Joker à nouveau. Ne me faites pas redescendre dans l'arène de la politique politicienne d'aujourd'hui. Je vous pose quand même une question. Oui, vous avez raison, mais mes réponses sont libres, comme vos questions sont libres. Pour reprendre les critiques de certains responsables du Parti Socialiste, est-ce que les élus de LFI sont devenus les idiots utiles du Hamas ? Écoutez, vous persévérez dans vos questions, je persévère dans mes réponses. Et dites-vous, comme Elisabeth Borne, que les fils s'est exclu du champ républicain. Même réponse. Même réponse. Non pas que je n'ai pas une conviction personnelle, mais je ne peux pas l'exprimer, je vous le répète, parce que j'ai fait serment d'importialité et de neutralité. Et vous pouvez l'expliquer de manière diplomatique ? Peut-être un jour dans un second livre. Dans un autre livre, oui. Parce que vous êtes déjà venu ici il y a 3 ans pour Montchirac. Oui. Donc le prochain s'appellera comment ? Je ne peux pas dire, je ne sais pas quand, on verra bien. Un point d'histoire. Et là, il n'y a pas de problème de réserve. Hitler, qui avait rédigé Mein Kampf en 1925, en y détaillant son désir d'élimination des Juifs, n'avait pas été pris au sérieux, comme le Hamas, qui se fixe dans sa charte depuis 1988 la destruction de l'État d'Israël autour d'un récit antisémite, n'a pas été pris au sérieux. Comment vous expliquez ça ? Il faut prendre des monstres au sérieux, bien sûr. Ouais. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas ce que font les responsables, peut-être par naïveté ou par indifférence. Il faut être vigilant. Et on n'a pas été assez suffisamment ? Aujourd'hui, on assiste, alors là, ça aussi, sans sortir de ce fameux devoir de réserve que j'invoque, on assiste à une montée de tout ce qui est l'hystérie, la violence verbale et souvent physique, l'exagération, l'extrémisme dans tous les sens, le fanatisme.
Et je me bats contre cela, parce que rien ne peut en sortir de bon. De même que la colère n'est pas bonne conseillère. Et je plaide pour quelque chose qui n'est pas du tout dans l'air du temps. J'ai bien conscience d'être à contre-courant, qui est la modération. La modération, chère à Montesquieu, chère à Montaigne, chère à nos grands ancêtres bordelais en particulier. Vous êtes un sage. Oui, je suis devenu sage, paraît-il. Qui n'est pas une facilité. Être modéré, ça ne va pas de soi. Ce qui va de soi, c'est de monter aux extrêmes. Montesquieu le dit très très bien. Et Montaigne a cette phrase extraordinaire, il dit « L'immodération vers le bien même m'interroge, et je ne sais comment la baptiser. L'immodération, même vers le bien. Et donc, garder son sang-froid, écouter les autres, faire jouer le doute méthodique, et puis après décider et agir. Voilà ce dont nous avons besoin. C'est pas le résultat des réseaux sociaux, des chaînes info ? Bien sûr, qui aujourd'hui font peser sur la vie politique une contrainte. Alors, les réseaux sociaux et les applications numériques de façon générale, c'est génial, ça nous apporte des bienfaits extraordinaires en médecine, dans le travail, dans l'enseignement, dans la recherche, dans la science, etc. Et en même temps, c'est un poison absolument redoutable qui véhicule le mensonge, qui véhicule le complotisme et qui véhicule aussi une société de surveillance qui est très attentatoire à nos libertés. Oui, et ça aussi, vous avez le devoir de réserve à propos de ça. Sur la liberté, non, parce que le Conseil constitutionnel est garant des droits et libertés. Nous avons mais sur la surveillance, parce qu'il peut y avoir des projets de loi qui... Oui, bien sûr, nous sommes déjà prononcés sur les connexions, les données de connexion, sur les drones, etc. Et nous veillons à concilier deux exigences qui sont parfois contradictoires. La protection de la sécurité, la lutte contre et la liberté, la criminalité, et de notre côté, les libertés fondamentales d'aller et de venir. C'est ce que nous avons fait pendant le confinement. Confiner les gens, c'est porter atteinte à la liberté d'aller et venir. C'est porter atteinte à la liberté d'entreprendre, puisque les commerces ferment. Mais il y a la vie derrière. Pourquoi on le fait ? Parce que de l'autre côté, il y a la sauvegarde de la santé. Alors, est-ce que les mesures prises sont proportionnées ? Est-ce qu'elles permettent de concilier ces deux principes ? C'est ce que nous avons jugé. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Nous avons censuré certaines dispositions qui nous paraissaient disproportionnées et validé celles qui nous paraissaient équilibrées. Vous parliez de poison à l'instant. Poison de l'antisémitisme, Alain Juppé. C'était plutôt une caractéristique de l'extrême droite, surtout jusqu'à la Shoah. Comment a-t-il ainsi contaminer la gauche et l'extrême gauche? Ça, c'est Jean de Gauche de s'exprimer là-dessus, mais il y a un antisémitisme de gauche absolument évident. Il y a toujours existé. Vous savez, de la gauche et la droite, souvenez-vous, pendant la guerre, beaucoup de socialistes sont devenus collaborationnistes. Doriot, Déa. Et ont soutenu Vichy, le statut des Juifs, etc. Donc vous voyez que les choses sont poreuses. Il y en a d'autres aujourd'hui, des Doriot, des Déa. Non, je ne veux pas faire de comparaison historique déplacée. Ouais. Mais l'antisémitisme, 200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre en France, 65 interpellations. Ce que l'on redoute aujourd'hui, c'est une vague d'antisémitisme en France. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, Alain Juppé ? Bien sûr, il faut être absolument intolérant sur ce point-là et extrêmement vigilant. Vous savez, j'ai vécu ça. C'est l'importation du conflit. J'ai vécu ça quand je suis revenu au Quai d'Orsay en 2011, 2010. Je suis allé à l'enterrement du professeur et de ses deux enfants qui avaient été assassinés par Mera, si je me souviens bien, et j'avais voyagé avec les familles, l'école de Bordeaux, à Torah, et j'avais été profondément bouleversé par ces obsèques. Donc pour moi, l'antisémitisme est un poison absolument inacceptable vis-à-vis duquel il faut se montrer, j'utilise volontiers le mot après avoir fait l'éloge de la tolérance, là il faut être intolérant. Et comme tous les racismes sont inacceptables. Comme tous les racismes, bien entendu. Il faut le préciser parce que... nous jugeons au Conseil constitutionnel par référence à la Constitution de 1958, mais aussi par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un texte admirable. En quelques articles très concis, il dit tout. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà. Et ça, c'est un point sur lequel nous sommes vigilants. On aurait écrit aujourd'hui, les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Alors, après les attentats d'Arras et de Bruxelles, Emmanuel Macron a considéré que notre Europe était bousculée. Est-ce qu'il a raison ? Oui, bien sûr, nos libertés sont menacées. Nous avons la chance de vivre dans un pays de liberté, dans une vraie démocratie, et nous n'avons pas toujours conscience. Mais il y a des menaces. Menaces parce que la démocratie représentative est en crise. Je m'exprime souvent en ce moment devant des étudiants, et je leur dis souvent, dans la classe d'âge en dessous de 25 ans, taux d'abstention aux élections,
70 à 80%. Comment on fait pour essayer de faire voter les gens, hein? Il y a un gros travail d'éducation à faire pour reconvaincre d'éducation ou des politiques que là, ça se passe. D'éducation, de civisme, voilà. Donc il y a cette menace, il y a la menace des extrémismes, des fanatismes que j'évoquais tout à l'heure, la menace aussi de la mauvaise utilisation des technologies numériques. Bref, il faut que nous soyons là aussi très engagés dans ce combat pour la démocratie. Je dirais même qu'il y a une menace morale chez nous qui est dans l'espèce de trahison des clercs à laquelle nous assistons, cette espèce de saga que nous attendons en permanence sur le déclinisme, sur l'affaissement de la France. Pour vous, il n'y a pas de déclinisme, hein? Il y a des difficultés. Vous n'aimez pas cette thèse. Mais je n'aime pas ça, parce que dire qu'on est en déclin, c'est baisser les bras. Ouais. Hein. Qu'on ait des difficultés majeures devant nous, des défis formidables à relever, ça va de soi. Le défi climatique, le défi migratoire, le défi numérique, je l'ai dit, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ces défis? Hein, on se bat la coulpe, on s'autoflagelle en se disant c'est foutu, on n'est plus le centre du monde, ok, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas nos propres valeurs? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de résister pour les défendre? La réponse est claire. Résister, justement. Votre père était résistant. Vous avez succédé à Jacques Chaban-Delmas, résistant. C'est quoi l'esprit de résistance aujourd'hui? C'est être prêt à sacrifier son confort personnel et sa vie personnelle pour la défense d'une cause, pour une idée. Et en général pour l'idée de liberté. Moi, ce qui m'anime en politique, et je l'écris dans mon livre, c'est très présent chez tous ceux qui sont pour moi des références, c'est l'amour de la liberté. Montaigne, il est profondément habité par cet amour de la liberté. Raymond Aron dit de Montesquieu que sa vraie passion, c'était la passion de liberté, et ainsi de suite. Tocqueville, qui est aussi une de mes références, bien sûr. Ouais. Donc c'est ça qui est au cœur du combat de la résistance aujourd'hui, la liberté individuelle et les libertés collectives, parce que la liberté, c'est pas l'égoïsme, c'est pas le repli sur soi-même, c'est aussi une forme de générosité et d'ouverture aux autres. Là, vous développez plutôt des concepts, mais l'esprit de résistance dans la vie quotidienne... Non, c'est pas un concept, la liberté, c'est une... Non, mais dans la vie quotidienne, concrètement, qu'est-ce que c'est l'esprit de résistance ? L'esprit de résistance, c'est aujourd'hui, dans la France par exemple de ne pas accepter une manifestation d'antisémitisme. C'est par exemple de ne pas accepter qu'à l'école, un certain nombre de faits historiques avérés, comme la Shoah, soient contestés par des élèves. Donc c'est très très concret, la liberté. C'est quelque chose qui se vit au jour le jour. Alors... J'ai parlé tout à l'heure du confinement et de l'atteinte à la liberté. C'est pas une abstraction. Non, c'est tout à fait concret. Et tous les Français l'ont ressenti. Quelqu'un m'a demandé un jour ce que c'était que la démocratie, un étudiant. C'est un concept là aussi qui peut paraître abstrait. Je lui dis c'est un pays dans lequel on peut injurier le chef de l'État le matin sans se retrouver en prison le soir. Voilà. Et il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ouais. Alors 3 ans après la décapitation du professeur Samuel Paty, un terroriste islamiste a assassiné le professeur Dominique Bernard à Arras alors qu'il faisait tout simplement son métier d'enseignant. Comment en est-on arrivé là? Puis aussi, est-ce que notre état de droit nous permet de lutter contre le terrorisme? Oui, bien sûr. Je ne veux pas me prononcer sur d'éventuelles défaillances de nos services de renseignement. Je le répète, ce n'est pas mon affaire aujourd'hui. Mais je crois que nous avons tous les outils pour résister à ce qui est un véritable poison. Je parlais de la montée des fanatismes. Le fanatisme religieux, il est là. Est-ce que l'islam... Est-ce que le fanatisme religieux il n'existe qu'en islam ou dans les autres religions? Aujourd'hui, le vrai défi, c'est le djihadisme, c'est-à-dire la lecture littérale du Coran et une interprétation du Coran comme une arme de guerre contre ceux qui ne partagent pas cette foi. Mais ce fanatisme, il a existé dans d'autres religions, historiquement. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'Inquisition et ainsi de suite, et de l'antisémitisme qui a sévi aussi dans le monde catholique. Mais il existe encore aujourd'hui. Il y a une proportion non négligeable d'Américains qui croient que la Terre est plate. Et il y a un mouvement qui s'appelle le créationnisme, qui revient à une lecture littérale de la Genèse. Je ne suis pas sûr que, je ne sais pas ce qui se passe du côté de la religion juive, mais moi qui ai été formé chez les catholiques, je ne suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de catholiques qui pensent que le monde a été créé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, c'est une très belle histoire, la Genèse et la Bible. Mais enfin, on la relie à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que la science nous a apporté. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est ignoré par beaucoup de religions. Le risque, moi je me suis défini comme agnostique catholique, parce que je suis attaché à l'Église. On va en parler, parce que vous parlez dans votre livre de votre mère, qui était pieuse, qui était catholique, et votre père qui allait un peu moins dans les églises. Mais agnostique parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. J'admire ceux qui savent. Ceux qui savent qu'il existe et ceux qui savent qu'il n'existe pas. Moi, je suis entre les deux. Mais ce que je me dis parfois, c'est que quand on est convaincu de savoir et d'avoir la vraie foi,
faut faire attention, parce que ça porte tout naturellement à ne pas respecter les autres ou à essayer de leur imposer ce qu'on croit être la vérité définitive. Alors, le terrorisme, vous l'avez connu, vous y avez été confronté en 1995, alors que vous veniez d'être nommé Premier ministre. Comment, puisque on vient de sortir de ces attentats d'Arras et on a vu aussi ce qui s'est passé à Bruxelles et puis Israël aussi, dans le Negev, comment on vit de tels moments quand on est à la tête de l'État ? Vous savez, en 1995, vous vous rappelez l'attentat du RER Saint-Michel, c'est la première fois que je voyais un cadavre devant moi. Je suis descendu dans le RER avec Chirac, avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré, et j'ai été confronté à cette réalité. Ouais. Il faut du sang-froid, il faut du courage, il ne faut pas... Ça sert parfois d'être droit dans ses bottes, vous voyez, pour essayer de mener le combat. On vous l'a beaucoup reproché. Oui, mais enfin, bon, c'est moi qui ai eu cette expression dans un contexte très particulier. Ça, Je pense qu'on a besoin d'autorité. Vous savez, moi, j'ai fait l'éloge de la modération tout à l'heure, mais j'ai dit que la modération, c'était pas la mollesse. J'ai écrit dans ma campagne de la primaire en 2016 un petit bouquin qui s'appelle « L'État fort ». Pour un État fort. L'État doit faire respecter la légalité républicaine, l'ordre public. Sans être autoritaire. Et sans donner le moyen. Oui, avec autorité. Ouais. C'est-à-dire dans le respect des règles de droit, mais sans mollir, sans faiblesse. Et nous y sommes aujourd'hui. Nous y sommes aujourd'hui, c'est-à-dire ? C'est qu'il faut faire preuve d'autorité et de force. Donc c'est ce qui manque aujourd'hui ? C'est ce que j'ai dit. Juste une question. Alors vous écrivez dans votre livre, par rapport au terrorisme, que la douleur des victimes du terrorisme est définitive. Je peux le comprendre quand on voit les scènes que nous avons vues dans les kibboutz proches de Gaza, avec ces scènes abominables, ces enfants qui ont été pendant des heures et des heures soumis à cette pression, à cette peur panique. Comment ne pas comprendre que ça les marque à vie. Et j'imagine aujourd'hui que les parents dont les enfants ont été tués dans l'hôpital de Gaza ressentent la même chose. Donc, voilà. Et ça me conduit à vous poser une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Comment, après ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, comment on arrive à réconcilier deux peuples, deux nations ? Comme ça s'est fait entre la France et l'Allemagne. Il faudra du temps. Parce qu'on dit depuis 30, 40, 50 ans, il faudra du temps. Et puis en fait, on n'y arrive jamais. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose à ceux qui sont en charge des pouvoirs de part et d'autre. Est-ce que oui ou non, je l'ai dit tout à l'heure, la solution d'une coexistence pacifique entre les Palestiniens et les Israéliens sur le territoire de la Palestine est possible ou pas? Je ne voudrais pas oublier non plus les chrétiens d'Orient, qui ont leur place. Et on peut parler aussi des Arméniens. Et des Arméniens, chrétiens d'Orient. Chrétiens d'Orient. Et là, malheureusement, on a assisté... Arméniens, chrétiens d'Orient, quand je vous disais pratiquement éradiqués par la même idéologie. Le monde n'est pas plus dur aujourd'hui qu'hier. On assiste quand même à des événements terribles. On voit, je ne sais plus combien, c'est une centaine de milliers, je crois, d'Arméniens chassés du Haut-Karabakh du jour au lendemain. 110 ou 120 000. 120 000. Qui ont été chassés de chez eux. C'est une nouvelle forme de déportation. Et qui n'y reviendront jamais. Hélas. Et donc, vous parlez de l'islamisme. C'est un nouveau totalitarisme ou pas? Oui, c'est une conception de la religion qui est fanatique. Et je le répète, le fanatisme, pour moi, c'est l'ennemi absolu. Et vous diriez que la société est malade de l'islamisme politique ou pas? Non, je ne dirais pas ça, mais je dis que c'est un défi pour notre démocratie et pour nos libertés fondamentales. Et la grande question, je l'ai posée souvent, et ça a été parfois mal compris, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République? Il y en a une. Je veux encore le croire. Parce que si c'est non... C'était l'islam de Abdelwahed. Si la réponse est non à cette question, ça veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. Et on ne peut pas dire non. Et on ne peut pas l'accepter. Ouais. Mais moi, ma thèse, c'est que c'est aux responsables musulmans de dire voilà ce qu'est notre religion. Voilà pourquoi notre religion est compatible avec la République. Et vous en doutez ou pas quand vous posez cette question? Est-ce que vous en doutez? Ils ont du mal à le dire. Non, mais est-ce que vous doutez que l'islam soit compatible avec la République? Écoutez, moi, je ne suis pas musulman, donc ce n'est pas à moi de le dire. Mais quand vous voyez ce qui se passe. C'est aux musulmans de le dire, de dire nous sommes prêts à respecter la laïcité. La laïcité, c'est pas un combat contre les religions. Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'évoquais tout à l'heure, il y a même un article qui dit que toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de religion, c'est la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer. Voilà, mais en même temps, ça veut dire que la religion n'impose pas sa loi dans la sphère publique. Alors, c'est ça la laïcité, c'est ce deux visages. Je reviens à votre livre, vous parlez d'école et d'éducation, vous écrivez, je vous cite, « Je suis un pur produit de l'école de la République, je lui suis reconnaissant de ce qu'elle m'a donné ». C'est ça la définition de l'ascenseur social ou pas?
Oui, je pense que j'en suis un exemple. Alors, je ne viens pas du très fond de la société. J'étais, je l'ai dit, dans une petite famille de bourgeoisie moyenne de province, mais sans aucune relation sociale. Quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Donc, si je n'avais pas eu cet ascenseur de l'école républicaine, l'école normale, l'ENA, etc., je n'aurais sans doute pas fait la carrière que j'ai fait. Et c'est parce que aussi vos parents vous ont poussé. J'ai fait, pardon, parce qu'il paraît qu'on ne fait plus d'accord. C'est parce que aussi vos parents vous ont poussé aussi pour ça. Oui, bien sûr, parce que j'étais apparemment doué, je l'avoue dans ce livre. On a honte presque. Et on vous a reproché d'être premier de la classe. On a presque honte aujourd'hui de dire qu'on était bon élève. J'ai été bon élève, et après tout, j'en suis fier. Et mes parents en étaient fiers parce que c'était le fruit de mon travail et pas d'un privilège de quelque nature que ce soit. Et vous avez beaucoup lu aussi. J'ai été aidé par des professeurs absolument extraordinaires. J'adorais lire, j'ai beaucoup lu. Alors, ma période de lecture maximum, c'était l'époque Agnès Lacaille, où là, je vivais dans une bulle. Je vivais avec Socrate, avec Platon, avec Cicéron, avec Thucydide, enfin je mélange un peu tout le monde. Et vous avez encore tout aujourd'hui en tête? Non, je suis plus capable de traduire l'Odyssée ou l'Iliade comme ça de chic. Vous êtes pas capable de parler de ce que vous avez lu, oui, de rappeler certaines citations. C'est ce qu'on appelle la culture. Je ne sais plus qui a dit que c'était ce qui reste quand on a tout oublié. Ouais. Parce que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à la jeunesse. Oui, sûrement, et je regrette fortement qu'on n'apprenne plus ce qu'on appelait les humanités pour bien comprendre notre langue qui est aujourd'hui menacée. Je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre et vous choquer. Moi, je me dis que le français est peut-être menacé d'extinction. Pourquoi? Parce qu'il est complètement truffé de mots anglais à tout propos et à l'heure de propos. Les anglicismes. Je voyais hier un reportage sur la réparation des objets, ordinateurs, etc. qu'on recycle. Ça s'appelle Repair Café. Repair Café. On ne peut pas dire répare café. Et vous voyez en plus la déformation de la langue. En anglais, on met l'adjectif avant le substantif et on commence à y venir en français systématiquement. Et donc, moi, c'est un combat qui n'intéresse absolument personne. Tout le monde s'en fout. Mais je constate que notre langue est en train aujourd'hui de se faire miter. Et je me fais engueuler quotidiennement par mes amis québécois. J'ai même écrit la préface d'un livre qui s'appelle « Réveillez-vous, bordel », qui s'adresse aux Français en leur disant « Faites attention à ce que vous laissez faire avec votre langue ». Alors, l'éducation, l'école. Vous rendez hommage à votre institutrice dans ce livre, Madame Dulon, à qui écrivez-vous. Vous devez une grande partie de votre réussite scolaire et aussi parce qu'elle vous a inculqué l'amour du travail bien fait, une forme de rigueur intellectuelle, le goût de la lecture et aussi de la musique. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes, ce n'est pas que l'on déteste ses élites, que l'on ne respecte plus les élites et notamment les enseignants? Tout pays a besoin d'élites. Et d'ailleurs, on l'admet volontiers, y compris en France. Regardez ce qu'on dit des grands joueurs de foot ou des capitaines de l'équipe de France, même si, hélas, elle n'a pas été jusqu'au bout de ses ambitions. On respecte les élites sportives et on les récompense dans certains sports de façon très généreuse. Il y a des élites scientifiques, on respecte les grands professeurs, les grands chercheurs, etc., par exemple, et ainsi de suite. Eh bien, c'est la même chose en politique. Il faut aussi qu'il y ait des élites, c'est-à-dire les meilleurs, qui tirent les autres vers le haut, à une condition. C'est que l'élite ne se fasse pas par cooptation, qu'elle ne soit pas refermée sur elle-même et qu'elle soit ouverte à des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ce qui m'est un peu arrivé, je pense. Voilà. Et si je vous pose cette question, c'est par rapport à la place des enseignants. Est-ce qu'on les respecte aujourd'hui suffisamment ? Pas assez. Moi, je me souviens quand j'étais lycéen à Mont-de-Marsan, un prof de lycée, c'était une personnalité, presque une notabilité. Un notable. Une notabilité dans une petite ville. D'abord parce que leur statut social et même leur rémunération à l'époque leur permettait de tenir ce rôle. Aujourd'hui, c'est différent et l'un des problèmes majeurs de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est pas tellement la définition des programmes, il faut mettre tout dans les programmes de l'éducation nationale. C'est la qualité des professeurs, la formation des professeurs, l'attractivité du métier auprès de ceux qui sont prêts à s'y consacrer. Dieu sait si c'est un métier difficile aujourd'hui. Il faut absolument, ça se fera pas par un projet de loi en 6 mois, ça demandera du temps. Il faut revaloriser la fonction enseignante. C'est peut-être la tâche d'un quinquennat, revalorisation matérielle, mais aussi revalorisation morale, revalorisation dans la formation. Et bien sûr, c'est un enjeu majeur. Alors Et l'école, elle est là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour transmettre des connaissances, bien sûr, lire, écrire et compter, mais surtout pour former les têtes, pour former le jugement, pour permettre à nos jeunes de faire le tri entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et c'est une ascèse compliquée, montagne à nouveau, tête bien faite, mais c'est important la transmission. Bien sûr, important. Tout se joue là. Parmi ceux qui vous ont transmis, quelque part, Jacques Chirac. Vous en parlez dans votre livre. Ça n'a pas été mon prof. Oui, mais il a compté pour vous. Et vous l'avez raconté d'ailleurs dans Bon Chirac en 2020.
Est-ce juste de dire que sans lui, vous ne seriez pas le Juppé que vous êtes devenu? Sans doute, parce que la vie... Et que vous, d'ailleurs, vous ne seriez pas engagé en politique. La vie, c'est une espèce de rencontre entre la nécessité et le hasard. Moi, j'étais d'une famille dans laquelle, l'esprit d'entreprise n'existait pas vraiment. Mon père était chef d'exploitation agricole, mais enfin, les paysans à cette époque-là n'étaient pas des entrepreneurs comme ils le sont devenus aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était le service public, le bien commun. C'est vers cela que je m'orientais. Et c'est pour cela qu'après l'Hippocagne et la Cagne, et Normal Sup, je me suis orienté vers l'ENA. Et ça, c'est la nécessité intérieure, si je puis dire. Et puis, il y a le hasard. Le hasard, c'est que par un concours de circonstances que je raconte dans mes livres, un jour, je suis dans le bureau du directeur de cabinet du Premier ministre, c'est en 1976, et je vois entrer Jacques Chirac dans ce bureau. Et il s'est passé une sorte de déclic entre nous. C'est pas un coup de foudre, mais il y a eu une espèce de relation de confiance qui s'est créée et qui ne s'est pas démentie pendant une trentaine d'années. Il vous manque aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il manque. Il manque aussi un peu aux Français. Il manque c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il manque à la France ? C'est le lot commun des hommes politiques. Leur popularité augmente au fur et à mesure qu'ils s'éloignent des responsabilités ou même qu'ils basculent dans l'autre monde. Je sais que c'est compliqué de faire parler les morts. Il dirait quoi aujourd'hui, Jacques Chirac ? Je ne sais pas. Moi, je ne fais parler ni Jacques Chirac, ni le général de Gaulle. Il y a suffisamment d'hommes politiques qui le font. Quels sont vos meilleurs souvenirs, les moments où vous avez été le plus heureux, Alain Juppé ? Vous savez, ma vie a été faite de succès, d'échecs, de moments heureux, de moments plus difficiles. Au total, le bilan est plutôt heureux. Je serais tenté de dire que ce qui m'a apporté le plus de satisfaction dans ma vie publique, je ne parle pas de ma vie personnelle, encore que j'en dise quelques mots dans mon livre, on va en parler, c'est la vie locale. C'est la vie locale. Quand je suis à Bordeaux, que je rencontre des Bordelaises et des Bordelais qui me disent merci pour ce que vous avez fait pour notre ville. Oui, parce que vous retournez à Bordeaux. Oui, ça m'arrive, heureusement, de temps en temps. Et vous êtes retourné récemment à Bordeaux pour inaugurer le pont. Ça me fait chaud au cœur. Non, il n'est pas encore inauguré. Il sera inauguré l'année prochaine. J'y suis retourné pour signer mon livre chez le premier libraire privé de France qui s'appelle Denis Mola. Il y avait beaucoup de monde et j'ai rencontré à nouveau beaucoup d'amis. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ces mandats locaux apportent beaucoup à ceux qui les exercent ? D'abord parce qu'on est au milieu des gens. Quand vous êtes à Matignon, vous êtes dans une bulle. Vous êtes protégé. Et même quand vous faites comment on appelle ça, des bains de foule, vous êtes entouré par toute une sorte de garde de sécurité. Quand vous êtes maire, vous êtes au contact direct et sur des questions qui ne sont pas des questions philosophiques, c'est des questions très matérielles. Et c'est ça qui fait l'intérêt du métier. Et deuxièmement, c'est qu'on voit le résultat de ce qu'on lance, de ce qu'on fait. Quand on a un projet, on le mène à bien et on le réalise. Pardon ? Quand on reste plus d'un mandat maire. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut la durée. Ouais. L'idée de limiter les mandats des maires, c'est absurde. Et limiter le cumul des mandats, c'est... Je pense que tout dépend. Là aussi, il ne faut pas avoir une vision complètement rigide. Entre une très grande ville, une très grande métropole et une fonction ministérielle, c'est difficile à concilier. En revanche, une ville moyenne et un mandat parlementaire, je pense que ça enrichit le mandat parlementaire, bien entendu. Donc ça veut dire que si cette proposition est faite, le Conseil constitutionnel dira... Écoutez, je ne veux pas juger de ce qu'ils nous diront, mais je sais que la question se pose actuellement et qu'il y a un projet de loi, mais une proposition de loi, même au Sénat, en ce sens. L'école normale, vous en retenez quoi ? En 1968, à l'école normale, comme vous le racontez dans votre livre, vous avez vécu les événements de 68. Qu'est-ce que ça vous a appris ? L'école normale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les humanités, c'est les grands noms de la littérature grecque, latine, française, etc. Vous avez connu Louis Althusser quand vous étiez à Normal. Bien sûr. Mais à Normal, j'ai pas toujours été à l'aise parce que l'idéologie dominante à cette époque-là était marxiste, c'était Althusser. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Moi, j'étais un petit peu en marge de tout ça et j'ai pas du tout adhéré au mouvement de Mais oui, vous écrivez, vous avez manifesté un jour. Oui, un jour par hasard. Jusqu'à la rue Saint-Guillaume. J'ai défilé parce que j'étais curieux, donc je suis allé dans les amphis, j'ai écouté les assemblées générales, les bavardages. Il est interdit d'interdire, ce qui veut rien dire. L'amour sous le sable, non, la plage sous les pavés. Et vous disiez CRSSS ? CRSSS ? Non, j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, vous ne diriez pas la police tue ? Écoutez, j'étais à Bordeaux pendant les manifestations des Gilets jaunes. J'étais dans mon bureau, dans le PC de l'hôtel de ville, où on voyait les écrans des caméras de vidéoprotection. Et j'ai vu les gendarmes qui protégeaient la mairie, puisque l'objectif des casseurs, c'était d'envahir l'hôtel de ville. Je les ai vus subir pendant des heures et des heures les insultes, les pavés, les boules de pétanque, etc., avec beaucoup de stoïcisme. Et puis à un moment, recevoir l'ordre de charger. Donc voilà, ce procès qui est fait aux forces de l'ordre me paraît
dangereux, parce que nous avons besoin de forces de l'ordre pour faire respecter l'ordre. D'une certaine manière, oui. Qu'il y ait de temps en temps de mauvais comportements et des bavures, évidemment. Hein, la police, c'est une collectivité humaine et il peut y avoir des lacunes ou des défaillances ou des bavures et il faut les sanctionner naturellement. Mais en conclure que le corps général dans son ensemble, gendarmerie ou police, c'est quelque chose qui est contre la démocratie, alors là c'est une négation absolue de ce que c'est vraiment la démocratie. Quand vous entendez certains dire la police tue, vous en pensez quoi ? C'est monstrueux. C'est monstrueux ? Oui, bien sûr. Hein ? Bien sûr. Donc ceux qui disent ça, les criminels qui tuent, pas la police. Et ceux qui disent ça, ce sont des monstres ? Écoutez, non, mais j'ai pas cité de nom. Hein. Non, mais écoutez, vous sentez bien ce que je ressens à cette affirmation. Il y a eu, là aussi, c'est toujours le sens de la nuance. C'est tout blanc ou tout noir chaque fois qu'on dit quelque chose en France. Qu'il y ait des policiers qui aient commis des erreurs, des fautes sanctionnables, oui, mais de là à faire peser le discrédit sur un corps entier dont nous avons besoin pour assurer nos libertés fondamentales, non. Alors vous parlez aussi dans ce livre, dans votre livre, de vos racines chrétiennes. Vous avez longtemps servi la messe à Mont-de-Marsan. Est-ce que ces racines chrétiennes restent ancrées en vous ? Vous y avez plus ou moins répondu tout à l'heure. Et vous citez d'ailleurs le génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne. C'est le titre complet de ce livre de Chateaubriand. Oui, j'étais profondément marqué par mon enfance. J'ai même confié dans mon livre qu'à 6-7 ans, je rêvais d'être pape. J'allais vous en parler après. J'ai toujours eu de l'ambition, mais ça n'a pas duré. Vous écrivez vers l'âge de 7 ou 8 ans. Je me sentais la vocation de briller le trône de Saint-Pierre. Oui, voilà. Et puis aussi que vous délectiez des yeux de pouvoir du Vatican. Oui. Mais ça, c'est l'institution qui porte un message. Je parle de l'Église catholique ou de façon générale de la religion chrétienne, un message profondément révolutionnaire qui a bouleversé le monde. Aimez-vous les uns les autres. Hein, donc, mais ça n'a pas été toujours le cas depuis 2000 ans. Et de notre côté, je ne sous-estime pas les fautes, pour ne pas dire les crimes, qui ont été commis tout au long de l'histoire. Au nom de l'Église. Hein, l'inquisition, l'antisémitisme, etc., bien sûr. Mais au nom de l'Église et au nom d'une perversion de ce qu'est véritablement le message évangélique. Et en même temps, comme je l'ai dit, aujourd'hui, moi, je suis à la recherche de la vérité. J'admire ceux qui l'ont découverte déjà, qui ont la foi, qui ont reçu la grâce, tant mieux pour eux. J'admire d'une certaine manière ceux qui ont déjà tranché la question en disant non, il ne se passe rien après la mort, tout est fini, etc. Moi, je ne sais pas. Et on ne pourra pas revenir a priori pour dire ça existe ou ça n'existe pas. Et là, il n'y a pas d'aller-retour. Il n'y a pas d'aller-retour. Historiquement, il n'y en a pas. Et je me dis que quant à la monage, forcément qu'on y pense. La mort en tant que telle, je l'écris dans mon livre, ne me fait pas peur parce que personne en réalité ne sait ce que c'est. C'est à l'instant, on s'en doute fugitif. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la déchéance. Et nous avons tous dans nos familles autour de nous des cas particuliers, des cas humains difficiles, terribles, pour les familles et pour ceux qui les vivent aussi. Donc c'est ça qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, puisque vous parlez de la mort ? Je crois que je l'ai dit ou écrit, que j'ai été un honnête homme. Voilà. Alors, vous parlez de votre rêve de devenir pape. Faire de la politique, c'est aussi une façon de devenir pape ou pas ? Président, oui. Là aussi, j'en ai rêvé. Et j'ai tout fait pour, puisque j'avais exercé la plupart des responsabilités dans la hiérarchie publique, si je puis dire, jusqu'à Matignon. Donc, la marche suivante, c'était l'Élysée. Oui, mais la marche suivante, après la fonction de ministre, c'était Matignon. Donc, vous avez gravi un certain nombre de marches. Et puis après, ce qui m'est tombé sur la tête, c'est-à-dire ma condamnation pénale, que je n'ai pas oubliée, et qui a été pour moi un instant extrêmement douloureux, puisque le jugement de première instance, d'une certaine manière, me déshonorait, puisqu'il disait que j'avais trahi la confiance du peuple français. Heureusement, le jugement en appel a effacé cette marque d'infamie, clairement indiqué que je n'avais pas mis un sou dans ma poche et que je ne devais pas être le bouc émissaire de mon parti politique. Ça m'a brisé dans mon élan. J'aurais normalement dû, en 2007, me retrouver en position de candidature. Je n'ai pas pu l'être. Et après, la primaire s'est tournée comme on sait. Mais quand vous repensez à cette séquence, est-ce que vous ne dites pas « j'ai quand même payé beaucoup pour Jacques Chirac » ? Oui, on m'a souvent posé la question. Mais vous le ressentez ou pas ? Peut-être, oui, je n'en sais rien, non, mais je n'en éprouve aucune amertume. Et puis j'étais le patron, donc c'est le patron qui assume. Alors vous dites aussi que la politique multiplie les tentations et la multiplication des aventures.
féminine. Oui, ça c'est un peu surpris parce que j'ai écrit quelque part que j'aimais les femmes. Bah oui, c'est deux lignes, c'est 2 lignes. J'aime les femmes, mais mon jardin secret reste protégé. Il n'y a rien de scabreux dans mon livre, ce qui fait... Vous n'avez pas fait de la politique pour ça? Le désespoir de mon éditeur. Non, bien sûr que non. Mais c'est vrai que le pouvoir peut avoir une force d'attraction. Pas uniquement le pouvoir politique, aussi le pouvoir dans l'entreprise, les grands patrons, les grands chefs d'entreprise, les grands journalistes, les grands artistes, etc. Et on a l'habitude de parler, vous en parlez dans le livre, de l'enfer de Matignon. Vous écrivez que c'est pas comme ça que vous l'avez vécu. Non, parce que l'enfer de Matignon, c'est le titre d'un ouvrage d'une de vos consoeurs qui a écrit ça, un beau livre d'ailleurs, mais je ne l'ai pas vécu ainsi, parce que on est en situation de prendre des décisions pratiquement toutes les heures quand on est à Matignon, et quand on fait de la politique, c'est pour agir, donc on se sent totalement mobilisé, et je fais un constat, c'est que personne ne s'en va de Matignon volontairement, sauf Jacques Chirac en 1976. Et il pensait devenir très rapidement président, et c'est après un certain nombre d'années. Pour Chirac, oui, bien sûr. Il a persévéré. Voilà, il a persévéré. Ce que j'admire, parce que j'admire moins les hommes politiques qui font 5% aux élections et qui se représentent 3 fois de suite. Oui. Il y en a. Il y en a quelques-uns. Vous évoquez aussi cette froideur ou cette raideur qui vous a collé à la peau tout au long de votre vie. Vous en avez souffert, et est-ce que c'est ça qui vous a empêché d'être président ? Non, je ne pense pas. Non. Ou est-ce que c'est ça qui est à l'origine des malentendus avec les Français ? Il y a d'autres raisons, mais c'est vrai que ça me touchait parce que je ne pense pas être comme ça. Si j'ai eu cette réputation, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. J'ai souvent dit que les Landais n'étaient pas des Marseillais. Donc voilà, on n'a pas la même capacité pas le même accent, pas le même accent, façon de voir les choses, la même chaleur, la même façon de s'embrasser, etc. les uns les autres. Peut-être. Et le pin des Landes est un arbre droit et sec. Et puis, comme je l'ai dit... vous êtes un pin des Landes, quoi. Comme j'étais, voilà. Et même un peu dégarni au sommet, vous voyez. Mais j'ai dit aussi que le fait d'avoir été toujours premier de la classe créait peut-être une petite distance. Et une petite jalousie quelque part. Une petite jalousie quelque part. C'est comme quand Chirac a dit que j'étais le meilleur d'entre nous. Donc ça m'a pas fait du bien, parce que tous ceux qui pensaient que... Et vous lui avez dit ça à l'époque ? Pardon ? Vous lui avez dit à l'époque qu'il aurait pas dû le dire ? Non, écoutez, j'ai quand même pris le compliment avec beaucoup de satisfaction. Voilà, mais je pense pas être comme ça. Et si j'avais été un monstre froid, sans cœur, est-ce que j'aurais été réélu constamment à toutes les élections ? J'en ai fait 10 ou 15, je n'en ai perdu que 2. La première et une en 2007. Et à Bordeaux, j'ai été réélu la dernière fois. Vous me parliez des moments heureux. C'était à l'élection de 2000, je ne me souviens jamais des dates, 14, c'est bien ça, où dès le premier tour, face à un adversaire qui était tout à fait respectable et considérable, je fais dès le premier tour 62% ou presque des voix. Et là, ça a été pour moi un grand bonheur. Et j'ai vu le signe, plus qu'un soulagement, j'ai vu le signe du lien qui s'était créé entre la population bordelaise et son maire. Le clivage droite-gauche ou gauche-droite... C'est un lien affectif. Oui, affectif. Le clivage de gauche-droite ou droite-gauche, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ? Et puis c'est quoi le clivage idéologique ? C'est quoi la ligne de partage ? Oui, je pense qu'il existe, alors de façon différente. J'ai le souvenir, quand je me suis engagé, Chirac menait campagne contre la coalition socialo-communiste. Ouais, c'est vrai. Alors là, c'était clair. C'était les années 70. Le Parti de la Liberté, le Parti socialo-communiste. Aujourd'hui, après, j'ai écrit un livre... le Parti communiste, à l'époque, était entre 20 et 25%. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai écrit ensuite, sous la houlette d'un journaliste, avec Michel Rocard, un livre qui s'appelle « La politique telle qu'elle meurt de ne pas être », un titre très rébarbatif. Qui, comme vous, n'a pas pu être président. Et on constatait qu'entre un social-démocrate et puis un gaulliste plutôt social, après tout, la frontière n'était pas absolument infranchissable. Mais je crois qu'il y a des différences, quand même, encore aujourd'hui, entre les tempéraments de gauche et les tempéraments de droite. Nous n'avons pas la même histoire. Pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes... Certaines valeurs peuvent être communes. Pas les mêmes héros. On peut être à gauche et aimer la liberté, et à droite aimer aussi la justice sociale. Pas les mêmes héros. Mais pas les mêmes références. Moi, mes maîtres à penser, je l'ai dit, c'est Montaigne, c'est Montesquieu, c'est Tocqueville, c'est Aron, c'est pas Marx ni Jean Jaurès, même si je peux admirer certains textes de Jean Jaurès. Voilà, donc ces deux sensibilités. Jaurès définit très précisément le socialisme. Il dit le socialisme, c'est l'appropriation collective des moyens de production. Moi, je crois à la libre entreprise. Voilà aussi. Ça veut dire que Emmanuel Macron, il fait la synthèse entre la droite et la gauche. Ça, c'est la politique d'aujourd'hui. Non, c'est une question que je vous pose. Voilà, non, mais une réponse que je ne... pas de jugement. Vous avez un certain nombre d'anciens collaborateurs qui ont fait leurs preuves. Ah bon, à qui vous pensez ? Je sais pas, il y a eu Dominique de Villepin,
Vous êtes fier de son parcours? Je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps s'exprimer sur la situation au Proche-Orient. Je trouve que ce qu'il disait était juste, courageux et juste. Parce qu'il a été beaucoup critiqué pour ce qu'il a dit. Ben oui, mais il a été courageux et juste. Courageux et juste. Et alors moi je pensais à Édouard Philippe. Oui. Il y a les qualités pour être président, Édouard Philippe? J'ai écrit quelque part que oui. Donc c'est quoi ses qualités? Il est intelligent, il a le sens de l'humour, ce qui ne gâte rien, naturellement. Il est direct. Humour un peu british, hein. Voilà. Oui, mais enfin. Et puis c'est un bon maire, hein, c'est aussi une qualité. Il connaît le terrain et il a lui aussi beaucoup transformé sa ville du Havre. Il a été un bon Premier ministre aussi? Écoutez, le président de la il République, est plus d'en juger. Mais donc, je ne vais pas vous donner mon palmarès pour la prochaine élection présidentielle. Non, mais ça veut dire que vous souhaitez qu'il soit président ou pas? Je ne souhaite rien à ce stade. Je n'ai pas, donné mon aval ou mon soutien à tel ou tel, mais je pense qu'il a les qualités qui lui permettent d'envisager cet itinéraire. Parce que je me disais en préparant cette émission, si Édouard Philippe était élu président de la République, quelque part, ça serait un peu votre revanche. Non, je n'ai pas de revanche à prendre. Vous savez, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai réussi certaines choses, j'en ai raté d'autres. C'est ainsi, je ne m'en prends qu'à moi-même. Je ne suis pas dans une situation de ronchonner sur et de reprocher à tel ou tel ce qui m'est arrivé. Non, ce qui m'est arrivé de bien, c'est moi, et ce qui m'est arrivé de mal, c'est moi. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Avant de nous quitter, je rappelle que votre livre « Une histoire française » est publié aux éditions Talendier. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J. Merci à vous. Et à dimanche prochain. Merci.